Mesdames et messieurs, merci de nous suivre pour son dernier entretien de l'année face à Dakaractu. A le plaisir d'accueillir Madame Mimi Touré, ancien Premier ministre du Sénégal et actuel envoyé spécial du chef de l'État, le président Macky Sall. Madame Mimi Touré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mbaye. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une très bonne fin d'année. Merci. Alors, 2016, c'est presque fini. Alors, dans quelques instants, le chef de l'État va faire son discours. Nous commençons d'abord par sa visite d'État en France. Lui-même a dit que c'était un exemple de réussite. L'opposition a parlé de camoufler avec, bien sûr, le ministre de la fonction publique qui est allé l'accueillir à l'aéroport. Qu'en est-il réellement? S'est-il agi de camoufler ou de réussite réellement? Je voudrais, Monsieur Mbaye, rendre grâce à Dieu de nous avoir tous permis d'avoir vécu cette année en bonne santé. Et je voudrais également souhaiter une excellente année à tous nos compatriotes et implorer également Allah pour qu'il continue à nous donner une excellente santé, une longévité et une longévité également au président de la République qui est le président de tous les Sénégalais. Alors, ceci étant dit, pour entrer dans le vif du sujet, la visite d'État du président de la République a été une très belle visite. Je pense que si on reste dans l'objectivité, la France, qui est un partenaire très important du Sénégal, a tenu à honorer un hôte de marque, notre président de la République. Donc, au-delà des contingences et des divergences politiques, on devrait saluer cela. C'est une visite d'État qui n'a pas eu lieu depuis 1985, il faut le rappeler. Et je pense que la France, qui a une histoire historique, enfin une histoire commune avec le Sénégal, aujourd'hui a tenu à, disons, réaffirmer l'amitié qui lie nos deux pays, et le président de la République a été invité à cette visite qui, dans le rang protocolaire des visites, est, disons, la visite la plus élevée dans le protocole. Ça, il faut le saluer. Ça a été une très très belle visite. La France, qui est un pays qui sait accueillir, a accueilli le président de la République. S'attarder sur qui est venu, qui n'est pas venu, c'est vraiment parce qu'on ne peut rien trouver d'autre. C'est également le protocole qui est ainsi fait en France. Je pense que ça a été vraiment une belle réussite et un beau succès. Pour clôturer un peu une année diplomatique, disons, très chargée du président de la République, où il a eu à engranger de bons succès, très bons succès pour la démocratie et pour la diplomatie sénégalaise. Je pense qu'il faudrait qu'on s'habitue à saluer à leur juste valeur les avancées que font notre pays. C'est important parce que justement, il faut qu'on apprenne à voir le verre à moitié rempli. Mais bon, quand on est dans l'opposition, c'est un peu aussi le rôle, c'est d'être dans la critique systématique. Mais bon, si on est objectif, on sait que ça a été une très belle visite. Alors justement, toujours par rapport à cette visite, le chef de l'État qui revient avec 200 millions d'euros, à la clé un TER, un train express régional, l'opposition qui était à Paris justement sur la place de la République a parlé de sommes faramineuses. On dit qu'en fait le TER a coûté beaucoup de milliards alors qu'il y a des urgences dans ce pays. Oui, mais vous savez que c'est l'un des plus grands projets depuis l'indépendance. Il faut saluer déjà cette ambition du président de la République de catapulter le Sénégal à un niveau supérieur de développement, et pour cela il faut être ambitieux. Donc je pense que c'est une excellente chose, ça entre dans sa vision de modernisation du pays, et cela est un premier pas. Il a pour ambition de réhabiliter, disons, le réseau ferroviaire d'une manière générale, et j'en profite pour dire qu'il est pour que notre pays s'engage dans la voie des écartements standards et pas des écartements métriques. Il ne s'agit pas de réhabiliter un chemin de fer qui ne répond plus aux normes modernes. Il y est d'ailleurs en divergence avec beaucoup de nos partenaires, mais il estime que le Sénégal doit prétendre à ce qui se fait de mieux en matière de technologie. Et c'est cela un peu aussi cette nouvelle génération
de leaders africains qui dirigent leur pays et qui veulent les amener à un niveau de standard international. Je pense que ça, c'est une excellente chose. Nous sommes tout aussi intelligents que tout le monde et nos pays doivent pouvoir aspirer à ce qu'il y a de mieux. Et c'est un peu ce message-là que le président donne avec ce train express régional qui sera, disons, qui répondra à la dernière modernité, disons, technologique. Et c'est une excellente chose. Il faudrait qu'on travaille pour que tous les secteurs, justement, se retrouvent à ce niveau de modernité. Moi, je pense qu'on ne peut pas rattraper l'Europe, on est obligé de la dépasser. Et c'est une bonne manière de le faire en anticipant même sur la technologie qui vient. Et voilà, c'est ce que le président de la République compte faire. Alors justement, il devra faire un bilan dans son discours, un mini-bilan disons. Pour 2016, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que le chef de l'État a fait pour le Sénégal? Ben, il le dira en détail, mais beaucoup de choses ont été faites. Moi, je voudrais prendre un secteur qui me paraît être un secteur capital. Il en parlera dans son discours, certainement. C'est le secteur de l'énergie. Et là, tout le monde peut apprécier, disons, à son niveau personnel. Si vous regardez ce qui était la situation avant 2012, en termes de délestage, en termes de coût de l'énergie, avec un impact négatif sur notre compétitivité. On faisait partie des électricités les plus chères au monde. Aujourd'hui, tout le monde admet et l'a vu que le président de la République a quand même, disons, très rapidement pu transformer notre situation énergétique à travers ce qu'il a appelé un plan mix énergétique où on combine les énergies traditionnelles, fossiles et, disons, les énergies renouvelables qu'on appelle l'énergie propre avec un mix qui nous permet aujourd'hui d'assister dans notre quotidien à une amélioration notoire de la production d'électricité, avec aussi une électricité qui n'a pas augmenté du point de vue de son prix, ce qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Le deuxième secteur qui me paraît être un secteur également de succès que nous pouvons tous constater, c'est les productions agricoles où plusieurs records ont été battus. Et ce n'est pas seulement dû à la pluviométrie, ça également il faut le préciser. Prenez un peu beaucoup de nos spéculations, notamment dans le domaine de l'horticulture, des productions records ont été battues cette année. Et cela également est une excellente chose. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il y a eu des investissements, la science s'est mise au service de l'agriculture avec une amélioration, disons, de nos semences, avec un capital semencier qui s'est beaucoup amélioré, avec une modernisation de l'agriculture à travers le petit outillage, pas seulement forcément les grands tracteurs, mais également la fourniture de tracteurs pour les moyennes et grandes exploitations. Et tout ça combiné a permis de battre des records en matière de production agricole, ce qui nous a valu un taux de croissance économique de 6,5%. Et je crois qu'en Afrique, nous nous situons, disons, au niveau du troisième meilleur taux de croissance. Évidemment, il va falloir le soutenir, le maintenir, mais cela est une excellente chose. Il y a également, nous n'en parlons pas assez, c'est la maîtrise de l'inflation. Le panier de la ménagère s'est stabilisé depuis 2012. Nous n'avons pas assisté à des hausses concernant les denrées de première nécessité. Ce n'est pas un hasard non plus, c'est une bonne maîtrise des agrégats économiques sous l'impulsion du président de la République. Ceci est également, à mon avis, un grand succès. Mais il faut maintenir, il faut poursuivre, il faut continuer à travailler encore plus. Vous avez également, dans le domaine de l'éducation, il faut saluer le fait qu'on ait eu une année scolaire relativement stable. Et j'en profite pour féliciter les acteurs de l'école. Cette année a été une année de paix, et c'est grâce justement aux concertations qui ont eu lieu aussi bien au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, où justement les engagements pris par l'État, disons, sont en train d'être respectés, même si ce n'est pas toujours facile. C'était ça le but du président de la République, c'est d'arriver à avoir
justement une paix scolaire et universitaire pour que nos enfants puissent travailler dans les meilleures conditions. Je pourrais citer d'autres exemples, vous écouterez le message du président de la République qui ira dans plus de détails, mais voilà quelques secteurs importants de succès. Vous avez également le secteur de la pêche. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un secteur qui a connu des investissements importants avec une subvention pour l'achat des moteurs de pêche, disons très important, venant de l'État, 1 million. Et cela a permis également, disons, d'améliorer notablement les conditions de travail et d'exploitation de nos pêcheurs. Il en est de même pour l'élevage, avec le fonds de soutien, disons, à l'alimentation du bétail, qui permet aujourd'hui aux éleveurs également d'améliorer, disons, leurs conditions, disons, au niveau de l'élevage. Donc voilà un certain nombre disons, de succès qu'il nous faut célébrer. Il y a également des difficultés, il faut aussi l'admettre. Nous sommes un pays en voie de développement, on ne peut pas faire tout ce qu'on souhaiterait faire, mais ce qu'il faut définitivement dire, c'est que nous sommes sur une bonne rampe, disons, de progrès, et il faut le maintenir pour 2017 et pour les années qui suivent. D'accord. Alors, si vous le permettez, nous allons un peu reparler des relations diplomatiques. Vous l'avez dit, le président de la République aussi l'a dit. Avec la France, tout est au beau fixe, tout marche comme sur des roulettes. À côté, il y a d'autres relations qui sont en train de se détériorer, c'est entre Tel Aviv et Dakar. Justement, Dakar qui a choisi de soutenir un peu cette requête déposée sur la table du Conseil de sécurité, comme quoi la colonisation à Jérusalem-Est devrait s'arrêter. Aujourd'hui, on voit que Tel Aviv a décidé de prendre des dispositions par rapport à Dakar, quitte à mettre terme au programme d'aide. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal a joué son rôle dans cette affaire ? Je pense que nous devons être tous fiers de la position du Sénégal, qui est une position de principe. Le Sénégal est connu comme un pays où l'état de droit est en cours. Donc on ne pouvait qu'en tant que membre du Conseil de sécurité que voter une telle résolution qui condamne la colonisation des territoires palestiniens. Le mot colonisation au XXIe siècle est une absurdité et une aberrance. Il faut que Israël se conforme au droit international. Ce n'est pas un pays qui est en dessus du droit international. Il doit respecter les décisions du Conseil de sécurité. Et cela, je pense que le Sénégal l'a dit de manière très claire et tous les Africains sont fiers de la position du Sénégal. Que Israël veuille arrêter ses programmes d'assistance, c'est sa décision. C'est pas grave. Oh non, puisque le Sénégal et le président Macky Sall n'ont pas attendu Israël pour rédiger le programme Yoonu Yokkute, pour, disons, mettre en œuvre le PSE et les 6,5% de croissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il y ait une contribution israélienne là-dessus. On le regrette, mais on prend acte et on avance. C'est cela le plus important. En tout cas, le message, c'est qu'Israël doit respecter le droit international. Et c'est d'ailleurs dommage pour eux, parce que l'intelligence aurait recommandé qu'ils essayent de garder de bonnes relations avec un pays musulman comme le nôtre, qui est ouvert et qui peut faciliter un dialogue interreligieux. Mais s'ils ne l'ont pas compris, je pourrais dire que c'est un peu tant pis pour eux. Nous continuerons, et sous l'impulsion du président Macky Sall, à défendre ces positions de principe, parce que le Sénégal est effectivement un pays de droit où règne l'état de droit. Il y a aussi la Gambie à quelques kilomètres de nous, il y a des problèmes. Le Sénégal est pressenti pour diriger les forces de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée quand on sait qu'en Gambie, il y a énormément de Sénégalais? Alors moi, je continue à penser que le président Yahya Jammeh transmettra pacifiquement le pouvoir au président élu, Adama Barrow. C'est ma conviction, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et les amis du président Yahya Jammeh, en tout cas ceux qui peuvent lui parler, devraient fortement l'encourager à le faire, d'autant plus qu'il a reconnu à la face du monde entier avoir perdu des élections et il a même félicité son successeur. Je pense que c'était et c'est encore une voie honorable de sortie pour le président Yahya Jammeh et j'espère que la raison, disons, prédominera à ce niveau-là. Autrement,
CEDEAO a indiqué la voie à suivre. Et, le Sénégal, en tant que membre de la CEDEAO, appliquera ces décisions, comme l'a dit M. le Président de la République. Malgré le fait j'ose que... espérer qu'on n'en arrivera pas là, mais le droit fondamental du peuple gambien à choisir son président de la République est un droit quand même important. Et pour cela, je pense que le président Yahya Jammeh, à mon avis, devrait faire ce qu'il envisageait de faire, c'est-à-dire transmettre pacifiquement le pouvoir au président élu, Adama Barrow. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que pour ce dernier entretien de l'année face à Dakaractu reçoit Madame Mimi Touré. Alors, Madame le Premier ministre, si vous permettez, nous allons un peu parler de vous. Ces derniers temps, il a été question de beaucoup de rumeurs vous concernant, surtout par rapport à votre CV qui a été, entre guillemets, badigeonné, truqué. Est-ce que vous êtes au courant de cette information? Qu'apportez-vous pour précision? Alors, d'abord, pour commencer, après plus de 30 ans de carrière dans le secteur privé au niveau des Nations Unies, vous pensez bien qu'il y a des organismes qui quand même vérifient les diplômes et disons tout ce que les candidats prétendent avoir fait. Je peux vous dire que je suis passé sous des systèmes de vérification importants. Mais bon, comme on va être en dilettante, on va regarder un peu où nous en étions avec certains de nos diplômes qui sont peut-être aussi âgés que vous, parce que bon, on n'est plus très jeunes. Mais en tout cas, on va voir où est-ce qu'ils sont. Je pense qu'il est toujours bon en politique. Voilà, on peut admettre les combats politiques, etc. Mais il faut toujours les reposer sur des informations justes. Moi, tout cela me fait sourire plutôt qu'autre chose. Hein. Alors, on va peut-être commencer par ce qui était le plus... ça, je ne sais pas quel vous allez... Alors, ça, c'est mon diplôme de maîtrise. Je pense que ça, c'est un original il y a quelques années. Vous le verrez, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est mon diplôme d'études supérieures spécialisées de l'Institut d'administration des entreprises à l'Université de Dijon. Alors, un de mes promotionnaires, d'ailleurs, est assez connu. C'est directeur de l'agence... des marchés publics, que je salue, M. Saherna, à qui que ça a dû faire également sourire. Alors ça, c'est mon doctorat de l'Institut International School of Management qui est là. Avec ça, d'ailleurs, la revue de ma thèse par professeur qui est également un Sénégalais, qui est de l'Université de Vermont, la revue, avec l'entête de l'université. Vous avez également l'évaluation de la dissertation, la thèse, voilà, et vous avez également, disons, le résumé et tout cela. Vous avez même l'évaluation des enseignements, parce que aux États-Unis, il faut faire des enseignements pour pouvoir présenter son doctorat. Et voilà, donc tout ce qui relève. Mais tout cela vraiment pour dire qu'il faudrait qu'on soit quand même... disons, un peu plus porté sur des questions sérieuses, disons, en matière de discussion politique, etc. Alors là, ce dont je suis sûr, il n'y a rien de plus authentique, ça c'est clair. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que des gens voudraient créer des problèmes par rapport à ça? Surtout aujourd'hui qu'on pense qu'au niveau de l'APR, il y a des gens qui ne vous aiment pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudraient vous faire mal. Bon, c'est la vie, hein. Vous savez, en politique, on ne peut toujours... voilà, on ne compte pas toujours que des amis, mais ça fait partie disons, de l'exercice, disons, de l'exercice politique. Ou bon, il y en a qui ne vous aiment pas, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? L'essentiel, c'est de continuer à penser que l'activité politique est une activité honorable. Moi, je continue à le penser. Je pense qu'on peut, disons, compétir pour accéder à des positions en vue de changer les choses.
Parce que s'il faut être juste en politique pour se servir soi-même, il y a des postes beaucoup plus confortables que les postes politiques, hein. Ça je peux vous le dire, où on gagne beaucoup mieux sa vie que quand on est ministre ou même quand on est Premier ministre. Ça existe. Voilà. Maintenant, bon, il faut que l'on puisse encourager les jeunes, encourager les intellectuels, encourager les gens de qualité à venir en politique, en leur disant que ça, ce sont des exceptions. C'est pour ça que j'en parle même avec un peu d'humour. Parce que comme je vous dis, après 30 ans de carrière, vous pensez bien que mes diplômes ont dû être regardés à la loupe et sous, sous plusieurs angles. Mais nous assistons aussi à une dégradation un peu des mœurs politiques dans ce pays, et il faudrait qu'on puisse redresser la barre, comme je dis, pour que les gens de qualité rejoignent la politique. Et je lance d'ailleurs un appel à tous ces gens-là. Ce ne sont pas forcément des intellectuels. Ça peut être également des gens qui interviennent dans les activités sociales, dans les activités caritatives. Ça peut être même des gens qui sont dans le bénévolat. Ça peut être des professionnels qui ont envie de participer au débat public, à l'engagement public. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait plus de gens de qualité pour qu'on élève le niveau du débat. Mais c'est ça le plus important. Tout le Alors, reste, vous m'excuserez d'insister, on le sait déjà, au niveau de l'APR, il y a des querelles intestines et cela ne rend pas service à votre parti. Est-ce que cela n'est-il pas dû aujourd'hui au défaut de structuration de votre parti? Ça n'est pas forcément, parce que c'est une option d'organisation. Le président de la République, le président du parti de l'APR avait pris l'option au départ d'organiser le parti à la base, avec des cellules de base. Et en 2012, il y avait 4000, disons, cellules de base. Et dans chaque cellule, il y avait 100 militants. L'APR pouvait déjà au départ compter sur 400 000 militants, ce qui lui a permis d'ailleurs d'aller au deuxième tour. Voilà. C'était une conception comme une autre, mais ça n'a rien à voir avec les mœurs politiques, à mon avis. Les mœurs, c'est des décisions d'avoir un code de conduite en politique. Et peut-être qu'il faudrait y réfléchir, pas seulement d'ailleurs au niveau de notre parti, mais au niveau de l'ensemble de la classe politique, qu'on puisse avoir un code de l'honneur, qu'on puisse s'interdire certaines pratiques, certains discours. Et je pense que ce serait tout à l'honneur de la démocratie, parce que quand la démocratie se dégrade, elle peut amener au pouvoir des gens dangereux. Donc il faut faire très attention à ce que, comme je dis, les hommes de qualité et de valeur continuent à s'intéresser à la politique. Pour notre parti aussi, il faut dire qu'il n'y a pas que les querelles internes. C'est peut-être bon parce qu'on est à Dakar et que voilà, il y a une surmédiatisation de quelques querelles, mais le parti est le parti le plus implanté au Sénégal. Nous sommes sur les 557 communes, nous contrôlons à peu près les 417. Ce qui est important, nous avons des maires qui sont des intellectuels, qui sont des entrepreneurs, qui sont voilà, des ouvriers aussi, ou des agriculteurs, et qui sont vraiment des hommes de qualité en qui la population a eu confiance. Et c'est ça aussi l'APR. C'est ce qui permet aussi au président de la République voilà, d'asseoir disons, cette assise populaire dont il bénéficie. Mais il n'y a pas que l'APR, il y a la coalition Benno Bokk Yakaar qui dirige avec le président évidemment étant le chef de l'État. Benno Bokk Yakaar est dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale dans le même groupe parlementaire, dirige certaines institutions. Voilà, ce que je dis s'adresse, disons, à l'ensemble de la coalition. Et il faut saluer que ce soit l'une des coalitions qui ait la plus longue longévité, si on peut ainsi dire, puisque depuis 4 ans, on est bientôt à 5 ans d'exercice du pouvoir par le président Macky Sall. Et cette coalition tient, et je pense qu'elle continuera à tenir en direction de 2017 et de 2019. C'est également un aspect de la démocratie moderne. C'est la démocratie des coalitions, et c'est une bonne chose, parce que ça amènera, disons, les partis à négocier, à être sur des positions de consensus pour pouvoir diriger ensemble. Et nos pays en ont besoin, parce que nos pays sont des pays jeunes,
Notre indépendance date de 1960. Il y a des pays qui ont plus de 1000 ans sur cette planète. Et nous avons besoin d'une stabilité pour dérouler les programmes de développement. Et ça, c'est la compréhension du président de la République. Il faut cette stabilité la construire avec des alliés qui ont la même vision que vous, qui partagent ces programmes. Et c'est une bonne chose, comme je le dis, que la coalition Benno Bokk Yakaar se porte bien. Dans toute coalition, vous avez bien sûr quelques moments de turbulence, comme dans l'avion, mais d'une manière générale, on peut être très satisfait, disons, de ce compagnonnage entre le président de la République et la coalition Benno. Alors, toujours pour soutenir le chef de l'État, vous avez choisi d'aller à Kaolack pour mener un peu là-bas votre action politique. J'ai même lu à travers la presse que vous avez réussi à proposer au chef de l'État un accueil exceptionnel lorsqu'il venait à Medina Baye et à Léona Niassène. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté de plus à Kaolack quand on sait qu'il y a énormément de leaders politiques apéristes dans cette localité? Bon, vous savez, il faut toujours élargir les bases de sympathie. Je suis originaire de la ville, par mes origines, du côté de ma mère, du côté de mon père, les vieilles familles. Donc on peut justement renforcer, disons, la base de sympathie et la base électorale du président, mais pas seulement à Kaolack, d'ailleurs, partout où je pourrais le faire, disons, en travaillant avec l'ensemble des leaders qui y sont, parce qu'on a toujours besoin de progresser. N'oublions pas que dans ce pays, il y a quand même un taux d'abstention qui est là. Il faut aller voir les populations, les citoyens, discuter avec eux, leur présenter les résultats de l'action du président de la République, les encourager à le soutenir davantage. Et c'est valable pour l'ensemble disons, des villes, y compris Kaolack. Et évidemment, disons, apporter ma contribution pour que notre ville fasse partie des villes les plus rayonnantes du pays. J'y ai commencé l'école primaire d'ailleurs. Ensuite, j'y ai commencé le lycée. Et voilà, c'est comme si je retournais chez moi, quoi, disons. Vous avez même inauguré un mur qui a été refait dans une école sur place. Ouais, c'était mon lycée d'origine. Le lycée, il s'appelait le lycée Gaston Berger, maintenant appelé le lycée Valdiodio Ndiaye. Mais bon, ça c'est une action, une petite action. Et il faut d'ailleurs, et j'invite tous les anciens étudiants, enfin les anciens élèves du lycée Valdiodio et du lycée Gaston Berger à venir contribuer à réhabiliter le lycée, qui a vu passer beaucoup disons, d'élèves qui par la suite ont eu un parcours brillant, y compris d'ailleurs le président Macky Sall qui a eu son bac là-bas. Il y a eu voilà, d'autres premiers ministres qui sont passés, le premier ministre Souleymane Ndéné, le premier ministre Mamadou Lamine Loum. Et voilà, c'est un lycée qui a produit beaucoup de cadres. Et tous ces cadres-là, maintenant, doivent venir rendre la monnaie de la belle pièce qu'ils ont reçue du lycée pour que le lycée soit réhabilité. C'est dans le programme de réhabilitation de l'État, mais n'attendons pas l'État parce que l'État ne peut pas tout faire. Et c'est valable pour la ville également. Ce que je dis pour le lycée est valable pour la ville, pour que tous les ressortissants de la ville puissent vraiment mettre la main à la pâte, chacun dans son quartier, au niveau de son école primaire, au niveau du dispensaire, pour accompagner et la mairie et l'État. Parce que moi, je crois beaucoup à l'investissement personnel des citoyens pour améliorer les conditions d'existence des populations. Alors, Madame le Premier ministre, en venant ici, j'ai fouillé dans Internet et je me suis rendu compte qu'il vous a été proposé très récemment un poste de vice-secrétaire général des Nations Unies, que vous devriez être derrière Guterres. Et vous avez refusé. Est-ce que l'information est réelle? Vous savez, sur ces questions-là, la diplomatie, elle ne se fait pas sur la place publique. C'est vrai. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le secrétaire général des Nations Unies choisit ses collaborateurs. Et tous les choix qu'il opère sont des choix voilà, qui correspondent à sa vision des choses. Moi, personnellement, et mon choix a été fait depuis très longtemps, c'est de m'établir définitivement au Sénégal. Et ça, je l'ai pris dès que j'ai pris la décision d'accompagner le candidat Macky Sall. Nous n'avions que le bon espoir qu'il devienne le président. Et dès qu'il a été élu, ma vie à l'extérieur, j'ai tourné une page pour l'accompagner et voilà, soutenir tous ses efforts
qui portent leurs fruits aujourd'hui. C'est l'occasion d'ailleurs de dire aux jeunes qui sont de la diaspora qu'il y a des opportunités au Sénégal, qu'ils devraient pouvoir venir également, parce qu'il n'y a pas d'endroit où on puisse s'épanouir mieux que chez soi, professionnellement, intellectuellement. Bien sûr, lorsqu'on arrive, il y a quelques difficultés pour s'installer, mais les opportunités sont importantes et c'est ces jeunes qui construiront le Sénégal. Donc ça, je pense qu'il est important que nous partagions cet optimisme avec nos jeunes et les moins jeunes également. Mais Madame le Premier ministre, pour votre carrière, c'était bon, un poste de vice-présidence, de vice-secrétaire général des Nations Unies quand même. Hein? Quand vous refusez pour dire que vous allez soutenir le président Macky Sall, est-ce que le jeu en vaut la chandelle réellement? Largement. Je voudrais d'abord remercier le président de la République qui m'a fait confiance à plusieurs reprises, comme ministre de la Justice, comme Premier ministre, comme son envoyé spécial. Et c'est des fonctions tout à fait exceptionnelles et honorables. Je l'en remercie. Et je pense que dans la vie, chacun fait ses choix. Et c'est un choix avec lequel je vis en parfaite harmonie. Et encore une fois, il faut qu'il y ait plus de Sénégalais qui reviennent, qui se battent. J'avais un ami qui m'expliquait qu'en Irlande, les Irlandais, au début du XXe siècle, avaient quitté l'Irlande pour immigrer partout parce que la situation économique était mauvaise. Il y a même eu une longue famine. Et il m'expliquait que le ressort économique de l'Irlande s'est amorcé lorsque beaucoup d'Irlandais sont revenus en Irlande en ramenant le savoir-faire qu'ils avaient acquis lorsqu'ils se sont déplacés en dehors du pays. Et je pense que ce même schéma pourrait marcher pour le Sénégal. N'oublions pas que la diaspora injecte plus que l'assistance publique internationale dans le pays. C'est vous dire déjà que de l'extérieur, cette diaspora contribue. Mais je pense qu'en venant également, en créant des petites et moyennes entreprises, voilà, en étant à toutes les sphères de décision, notre pays aurait cet apport de ressources humaines supplémentaires qui pourrait davantage booster le plan Sénégal émergent, la croissance, etc. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous abordons le dernier virage de cet entretien. Je rappelle que c'est le dernier de l'année 2016. Et nous accueillons Madame Mimi Touré. Alors, vous allez permettre que nous parlions un peu des élections législatives qui sont plus loin. Nous en sommes à quelques encablures. Et toujours, le problème du fichier électoral se pose. Le chef de l'État a rencontré l'opposition, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord réel. Si, bien sûr, on prend en compte les dernières déclarations de Mamadou Lamine Diallo, faites en France, naturellement. Alors, quelle devrait être la position de l'APR par rapport à ça? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir été invité par le président de la République à la rencontre avec l'opposition, avec d'autres camarades et responsables du parti. Moi, je suis sorti de cette réunion avec l'idée qu'il y avait un accord entre l'opposition et la majorité présidentielle dirigée par le président. Il a été convenu de pouvoir procéder à de nouvelles inscriptions. Et si la barre des 4 millions n'était pas obtenue, on reviendrait à l'ancien fichier. Je pense que c'est très clair. On ne peut pas vouloir être aussi consensuel et ne pas considérer qu'on ne puisse pas s'entendre sur cette question. Il n'y a pas de problème autour du fichier. Avec l'opposition, il y a un accord total. Maintenant, que chacun aille inscrire ses militants, les sympathisants, et même les Sénégalais d'une manière générale, même ceux qui ne font pas de politique, devraient s'inscrire dans le fichier. Parce que ça permet d'avoir la nouvelle carte d'identité, qui vous sert de carte d'électeur également. Et je considère que chaque citoyen doit être détenteur de sa pièce, de sa carte d'identité, qui consacre votre appartenance à la nation sénégalaise. Donc c'est un acte aussi, disons, civique. Et il n'y a pas de problème fondamental autour du fichier. Alors, en France, par exemple, les Sénégalais n'aiment pas s'inscrire sur Internet parce que là, c'est la voie qui est indiquée. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de changer un peu? Tout ça doit se discuter à la commission qui a été mise en place par le ministre de l'Intérieur, qui est tout à fait disposé et ouvert aux suggestions de l'opposition. Parce que comme l'a dit le président de la République, il veut y aller à la régulière.
il n'a vraiment rien à cacher, il n'y a rien de secret, et cela ne dépend que de l'opposition pour s'entendre avec la majorité présidentielle, parce que nous sommes convaincus que si nous y allons à la régulière, vu les bons résultats, disons, du président de la République, sans pour autant être péremptoire ou arrogant, loin de nous cette idée, mais sur des bases objectives, le président de la République devrait avoir disons, une sanction très positive des électeurs. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait rien qui puisse, disons, entacher, disons, ces élections-là. Et le Sénégal s'est organisé des élections, M. Mbaye, depuis le temps qu'on le fait. On l'a organisé en 2000, on l'a organisé en 2012, on l'organise régulièrement et cela ne pose pas de problème fondamentalement. Mais bon, une opposition a besoin de s'opposer, même si elle a parfois du mal à trouver des arguments pour s'opposer, mais on lui concédera que c'est son rôle, qu'elle est dans son rôle. Mais en tout cas, le président de la République est tout à fait ouvert à toutes les suggestions qui permettrait un bon déroulement du scrutin. Alors justement, le chef de l'État voudrait que tout soit clair et pourtant il tient mordicus à son ministre de l'Intérieur. On ne peut pas être jugé parti. L'opposition voudrait qu'Abdoulaye Daouda Diallo quitte et que les élections soient confiées à une personne neutre. Bon, ce n'est pas à l'opposition de choisir au président de la République son organisation administrative non plus. Il faut rappeler qu'en 2012, c'est le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom, qui organisait les élections. N'est-ce pas? Le PDS a quand même perdu les élections. Donc, le directeur des élections qui organisait sous le ministre Ousmane Ngom est le même. Le président a tenu à maintenir la même personne qui est un fonctionnaire, qui fait fonctionner un système. Je crois que le Sénégal n'a pas de problème d'élection. Moi-même, j'ai été Premier ministre quand je n'ai pas gagné les élections. Donc, le fichier, le système électoral, il est, à mon avis, infaillible. Donc là, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de système, et le système est un bon système. Voilà. Mais comme je dis, la vocation d'une opposition, c'est de s'opposer. Voilà, donc nous sommes à la fin de cet entretien. Madame le Premier ministre, peut-être revenir un peu sur le rôle que vous occupez auprès du chef de l'État. Vous êtes envoyé spécial. Est-ce qu'on peut savoir réellement les missions qui vous ont été confiées, les plus grandes missions, et comment est-ce que vous les avez déroulées? C'est presque, si vous demandiez à un conseiller spécial quels sont les conseils qu'il donne au président. Ça fait presque 2 ans d'ailleurs que j'occupe 2 ans exactement cette fonction. C'est une fonction de conseil, c'est une fonction d'assistance. C'est également ce que je suis en train de faire, expliquer les programmes du président de la République. C'est également de la facilitation, c'est également de la représentation. Voilà ce que je fais et je l'accompagne fondamentalement dans sa mission qu'il exerce, à mon avis, avec beaucoup de succès et de baraka. Et on prie pour que, justement, ce succès perdure. Mais pour cela également, il faut que tous les Sénégalais s'y mettent. Et c'est un appel aussi que je lance à nos compatriotes, après leur avoir souhaité mes meilleurs vœux de santé et de succès. Je les exhorte également à davantage retrousser les manches pour que le travail retrouve, disons, son caractère sacré, quasiment, et que chacun y mette du sien dans le secteur où il est. Il n'y a pas de petits travaux, à mon avis. Je pense que le travail, c'est également ce qui nourrit la dignité des hommes et des femmes. Donc ça également, il faudrait qu'on puisse le dire sans paraître comme un donneur de leçons, mais juste comme rappel. Parce que c'est également ça, notre fondement culturel. On l'a un peu perdu après, mais nos parents, arrière-grands-parents, vivaient à la sueur de leur front. Le travail était quand même sacré et je pense qu'il faut que nos jeunes compatriotes également continuent cet héritage de sanctifier le travail, de s'épanouir dans le travail, de préserver sa dignité par le travail. Et c'est ce qui, en complément avec les efforts du président de la République et de son gouvernement, qui nous amèneront vers
et voilà, un progrès économique et social. En tout cas, merci. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir à portée de main tous ces documents. Vivement que toutes les Sénégalaises suivent ce chemin, travailler, être à l'école, travailler sérieusement pour devenir des cadres. Et c'est le principal problème des Sénégalais, malheureusement. À l'école, ça ne marche pas toujours. Oui, mais il faut persévérer. Ce n'est pas facile, il faut persévérer. Et il faut aussi bien les filles que les garçons. Moi, je pense que le cerveau, voilà, il est aussi agile que l'on soit garçon ou fille. Il faut juste beaucoup d'efforts. Je pense que tous les enfants naissent intelligents. Moi, c'est ce que je crois. La différence, c'est également l'encadrement par les parents et c'est également la détermination. S'il y a un mot, moi, qui est un mot fétiche, c'est la détermination. Essayer, encore essayer. Le long du chemin, il y aura forcément des échecs. Hein? Ça également, il faut se préparer aussi à ça. Mais s'il y en a, savoir se relever, apprendre de ces échecs et continuer son chemin. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait qu'on apprenne à nos jeunes et qu'on les appuie aussi pour qu'ils développent ce goût de l'effort et ce goût de la détermination. Voilà, merci Madame Mimi Touré, ancien Premier ministre du Sénégal, envoyé spécial du Président de la République, Son Excellence Macky Sall. C'est la fin de Face à Dakaractu. Nous donnons rendez-vous en 2017 et c'est dans quelques heures.